Je vous remercie, Maître Paulson, et je donne maintenant la parole à Maître Fatih Kémicha. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, ma tâche consiste aujourd'hui à répondre aux arguments développés à cette barre par mon éminent contradicteur, le professeur Salmon, lors de sa dernière plaidoirie le 20 juin dernier. Ce sera également pour moi l'occasion de vous soumettre une vision aussi claire que possible de la position de l'État de Bahreïn par rapport à l'applicabilité de l'Uti-Possedetis aux différends qui l'opposent à l'État de Qatar au sujet des îles Awar. Je dois auparavant vous avouer que je ne pensais pas que les arguments présentés par Bahreïn en faveur de l'application de l'Uti-Possedetis allaient susciter controverses et passions, y compris en dehors de cette enceinte. Certes, nous pouvions envisager que Qatar puisse ne pas être séduit par l'Uti-Possedetis. Mais de là à en faire une montagne, c'était donc non sans appréhension que je m'apprêtais mardi dernier à venir entendre les arguments de nos contradicteurs au second tour. Ayant entendu le professeur Salmon en sa plaidoirie du 20 juin dernier, je dois dire, et sans faire appel à La Fontaine qu'affectionne apparemment mon éminent contradicteur, que la montagne a tout simplement accouché d'une souris. Au surplus, notre argumentation sur l'applicabilité de l'Uti-Possedetis est loin d'avoir été ébranlée, malgré les assauts répétés de nos adversaires. Tout au contraire, elle se trouve même renforcée par de nouveaux éléments fournis par les conseils de Qatar. Constatant que les considérations que j'avais exprimées au nom de l'État de Bahreïn sur l'Uti-Possedetis ne pouvaient être partagées par lui, je le cite, ni en fait ni en droit, le professeur Salmon a de prime abord prévenu la Cour qu'il ne prendrait pas de son temps pour réfuter des considérations générales puisqu'elles étaient hors sujet, voire même, devait-il ajouter, plus tard, doublement hors sujet. La Cour aura certainement constaté que le professeur Salmon avait pris pas moins de 45 minutes pour réfuter, pour essayer sans succès de réfuter ce qu'il avait considéré comme étant hors sujet. Il y a tout de même un point sur lequel Bahreïn et Qatar se rejoignent. Le Conseil de Qatar considère en effet, je le cite, « La règle de l'Uti-Possedetis juris est aujourd'hui une règle de droit international de portée générale, en ce sens qu'elle est liée au phénomène de l'accession à l'indépendance, où qu'il se manifeste, et en vertu de laquelle les États nés de la décolonisation succèdent aux limites qui étaient les leurs quand ils étaient sous l'administration de l'État colonial. » Le professeur Salmon cite à son tour un passage de l'arrêt du 22 décembre 1986 dans l'affaire du différend frontalier Burkina Faso-Mali, dans laquelle il est dit, je cite, « En tant que principe érigeant en frontière internationale d'anciennes délimitations administratives, établi pendant l'époque coloniale, l'Uti-Possedetis est un principe d'ordre général nécessairement lié à la décolonisation où qu'elle se produise. » Le professeur Salmon considère ensuite, je le cite, que l'Uti-Possedetis, principe de succession d'États, implique donc une accession à l'indépendance, c'est-à-dire l'émergence d'un nouveau sujet de droit à l'issue de la décolonisation. Avant de décréter, je le cite, qu'aucune de ces conditions n'est présente dans le cas d'espèce, ni en général dans les Émirats du Golfe. Avant d'examiner cette proposition, je souhaite, avec votre permission, Monsieur le Président, m'arrêter quelques minutes pour déterminer au préalable quels sont les sujets destinataires de l'Uti-Possedetis. On a déjà établi que l'Uti-Possedetis s'applique par sa logique même, partout où il y a processus de décolonisation ou d'accession à l'indépendance. Le paragraphe 23 de l'arrêt de 1986 cité par le Conseil de Qatar se lie en effet
avec le précédent paragraphe 20 du même arrêt, lequel considère, je cite, que le typus editis constitue un principe général logiquement lié au phénomène de l'accession à l'indépendance où qu'il se manifeste. Son but évident est d'éviter que l'indépendance et l'instabilité de nouveaux États ne soient mises en danger par des luttes fratricides nées de la contestation des frontières à la suite du retrait de la puissance administrante. L'uti posseditis s'appliquera donc en premier lieu aux États issus d'un processus de décolonisation, quelle qu'en soit la forme et les modalités. Les anciens protectorats devront donc tout naturellement trouver leur place dans cette catégorie. Le même principe s'appliquera en second lieu aux États ayant accédé à l'indépendance en dehors du contexte de la décolonisation. Cela voudra dire que même en l'absence d'une situation coloniale, de tels États se verront appliquer l'uti posseditis. Tel a été le cas des États issus de l'ancienne Yougoslavie, phénomène dont on a rendu compte le 13 juin dernier. En d'autres termes, la décolonisation n'est pas un préalable à l'application de l'uti posseditis. C'est alternativement et non simultanément que l'accession à l'indépendance et la décolonisation ouvrent la voie à l'uti posseditis. Quand bien même Bahreïn et Qatar ne seraient pas issus d'un processus de décolonisation, ce qui est loin d'être le cas, comme nous allons à nouveau le démontrer. Le fait même qu'ils aient accédé à l'indépendance leur ouvre la voie à l'uti posseditis et à la préservation des frontières existantes à la date de cette accession à l'indépendance. Mon propos ce matin sera de démontrer que les proclamations de l'indépendance de Bahreïn et Qatar établissent sans aucun doute possible que les deux États ont recouvré en 1971 et pour le moins le plein exercice de leur souveraineté sur le plan international. Cette accession à l'indépendance totale et l'émergence sur la scène internationale de deux nouveaux acteurs a engendré par là même un processus de succession d'États. Je vais tout d'abord m'employer à réfuter les arguments développés à cette barre par le professeur Salmon et démontrer à nouveau que Bahreïn et Qatar sont d'anciens protectorats britanniques et qu'à ce titre, l'uti posseditis leur est applicable à la date de leur indépendance. Je m'efforcerai toutefois de ne pas répéter ce que j'ai dit le 13 juin dernier. Le professeur Salmon persiste toujours à considérer, je le cite, que les deux Émirats n'étaient ni dans une situation coloniale, ni sous protectorat du Royaume-Uni. Mais cette fois, il utilise une nouvelle formule. Je le cite, « Jamais Bahreïn et Qatar n'ont été considérés par le Royaume-Uni comme des colonies ou des protectorats de type colonial. C'était des États protégés, protected states, ce qui est tout autre chose. » On joue sur les mots. Tout le monde sait que le colonialisme parle plusieurs langues. Qatar s'appuie sur diverses positions officielles du gouvernement britannique, telles celle de Lord Curzon, vice-roi de l'Inde, qui est cité dans la sentence Dubaï-Sharjah, que le Conseil de Qatar a jointe au dossier d'audience du 20 juin dernier, et pour laquelle il a généreusement fourni une traduction en français. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, d'avouer que je ne suis guère expert en littérature coloniale. Je relève cependant que cette déclaration contient une phrase qui éclaire l'observateur sur les intentions britanniques de l'époque. Cette phrase dit ceci: « Le gouvernement britannique devint votre suzerain et protecteur. » S'adressant, je cite M. Salmon, à ceux qui ont vécu ce qu'était une administration coloniale, il considère, je le cite à nouveau, qu'assimiler cet état de fait et de droit à une situation coloniale est un non-sens. J'ignore quelle idée se fait le professeur Salmon de la souveraineté, lui qui nous reproche, je le cite, de confondre funestement limitation de souveraineté et absence de souveraineté. Permettez-moi, Monsieur le Président, de trouver dans ce contexte, et précisément dans cette enceinte, tout à fait déplacé
le parallèle, je regrette de le dire, maladroit, qu'établit le Conseil de Qatar entre la communauté européenne et le régime heureusement révolu du protectorat. Je persiste en ce qui me concerne à considérer, comme je l'ai dit devant cette Cour le 13 juin dernier, que quel que soit le qualificatif qu'on donne à la nature de ces liens spéciaux, nul ne peut prétendre que Bahreïn et Qatar disposaient alors de la plénitude et l'exclusivité des compétences internes et externes qui sont les attributs de la souveraineté. Il ne fait aucun doute que la Grande-Bretagne avait fait le choix, tout à la fois stratégique et psychologique, de donner aux relations avec les États du Golfe le qualificatif de relations spéciales de traité. De la même manière qu'elle avait estimé, comme le rappelle le Conseil de Qatar, ne pas devoir inclure les États du Golfe dans la liste communiquée à l'Assemblée générale des Nations unies au titre de l'article 73E de la Charte qui répertorie les territoires non autonomes. Je dois à ce propos exprimer ma surprise de voir le Conseil de Qatar faire référence à la procédure instituée par l'article 73E, quand on sait, comme le relève un éminent juriste spécialiste des problèmes de décolonisation, je le cite, que les États administrants avaient décidé au départ que l'article 73 ne s'appliquerait qu'à celles de leurs colonies qu'ils voulaient placer sous le contrôle prévu par cet article. Et que de fait, l'Australie, la Belgique, le Danemark, les États-Unis, la France, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni se concertèrent en 1946 et établirent une liste de 74 territoires à l'égard desquels ils déclarèrent reconnaître les obligations de l'article 73. Le moins que l'on puisse dire est que la procédure ainsi instituée reposait sur l'adhésion volontaire de la puissance administrante et que de ce fait, l'inclusion ou non de tel ou tel pays était soumise à la seule appréciation de cette même puissance. Faut-il en conclure que Bahreïn et Qatar étaient avant leur indépendance des États souverains et indépendants? Répondre par l'affirmative serait, à notre avis, un non-sens en fait et comme en droit, pour paraphraser mon éminent contradicteur. Tout indique au contraire qu'en vertu des traités conclus avec la Grande-Bretagne et au vu du comportement sur le terrain des différentes parties concernées, Bahreïn et Qatar ne pouvaient jouir avant 1971 du plein exercice de leur souveraineté interne et externe. Les deux États étaient placés dans la position de protectorat, institution bien connue en droit international. À la suite de la Cour permanente de justice internationale et son avis consultatif du 7 février 1923 concernant les décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, auxquels j'ai déjà fait référence, la Cour internationale de justice s'est penchée à son tour sur le régime du protectorat à l'occasion de l'affaire relative aux droits des ressortissants des États-Unis d'Amérique au Maroc. Dans son arrêt du 27 août 1952, la Cour a ainsi relevé ce qui suit. Le troisième groupe de traités concerne l'établissement du protectorat. Il comprend les accords qui précédèrent l'établissement par la France d'un protectorat sur le Maroc, ainsi que le traité de Fès de 1912. En vertu de ce traité, le Maroc devenait un État souverain, mais il concluait un accord de caractère contractuel par lequel la France s'engageait à exercer certains pouvoirs souverains au nom et pour le compte du Maroc et à se charger, en principe, de toutes les relations internationales du Maroc. Bahreïn invite à présent respectueusement la Cour à garder à l'esprit cet extrait de son arrêt de 1952, tout en examinant la description que fait le professeur Salman du statut de Bahreïn et de Qatar lors de la présence britannique. Le Conseil de Qatar nous dit, je le cite, « Seul l'exercice de certaines compétences, essentiellement en matière de relations extérieures, fut conventionnellement transféré par eux au Royaume-Uni, sans que la substance de leurs droits, qu'ils soient territoriaux ou autres, en ait été affectée. »
professeur Salman a par ailleurs relu à son tour à la Cour l'échange de lettres intervenu le 15 août et le 3 septembre 1971 entre d'une part le Royaume-Uni et Bahreïn et d'autre part le Royaume-Uni et le Qatar. Je vous rassure, Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de vous les relire à nouveau aujourd'hui. Je souhaite toutefois relever ce que le Conseil de Qatar a dit à leur sujet. Ces lettres, nous précise le professeur Salman, je le cite, prennent acte simplement que le plein exercice de leurs responsabilités souveraines leur était rendu. Avant d'ajouter, je le cite à nouveau, sous réserve de quelques engagements particuliers, l'administration intérieure du territoire était souveraine. Seul l'exercice des relations extérieures se voyait limité par l'intermédiaire obligé du Royaume-Uni. Ai-je besoin de rappeler que c'est toujours le professeur Salman qui parle? La situation qu'il décrit est en tout lieu similaire à celle exposée dans l'arrêt de la Cour de 1952 à propos du protectorat français au Maroc. Je laisse bien évidemment à la Cour le soin de tirer les conclusions appropriées. Ainsi, par le fait même de l'abrogation du régime spécial de traité, nous assistons à l'émergence sur le plan international de deux personnalités juridiques nouvelles. Et c'est ce qui va m'amener à parler de la succession d'États préalable, selon le Conseil de Qatar, à l'application de l'uti possidetis. Je n'apprendrai rien au professeur Salman en lui disant que les règles de succession d'État ne s'appliquent pas exclusivement au changement de souveraineté territoriale, mais s'étendent aussi aux situations où il est question, je cite, de substitution d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire. Le professeur Salman aura vite reconnu ce passage. Il s'agit de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa B, commun aux conventions de Vienne de 1978 et de 1983, qui est ainsi rédigé. Je vous le relis. L'expression « succession d'État » s'entend de la substitution d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire. Cette même définition a été retenue par la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 relative à la détermination de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal et par l'avis numéro 1 de la commission d'arbitrage pour la Yougoslavie du 29 novembre 1991. La fin d'un protectorat est, par excellence, une succession où il n'y a pas changement de souveraineté territoriale. Il y a donc, s'agissant de Bahreïn et de Qatar, un véritable processus de succession d'États que met par ailleurs en lumière l'échange de lettres intervenu en 1971, auquel il a été déjà fait référence. Voilà, à titre de rappel rapide, ce qui est dit dans la lettre britannique adressée à l'émir de Bahreïn. Je cite, « Le régime spécial de traité entre le Royaume-Uni et l'État de Bahreïn, qui est incompatible avec l'exercice d'une entière responsabilité sur le plan international en tant qu'État souverain et indépendant, prendra fin à la date d'aujourd'hui. » La lettre adressée par le résident politique britannique à l'émir de Qatar parle à son tour du, je cite, « désir qu'a manifesté votre gouvernement de voir l'État de Qatar reprendre les pleines responsabilités internationales en tant qu'État souverain et indépendant. » Certes, les États de Bahreïn et de Qatar existaient avant 1971 en tant qu'entité étatique, mais la proclamation de leur indépendance et la récupération, je cite, de leur pleine responsabilité internationale en tant qu'État souverain et indépendant en font de nouveaux sujets de droit international, précisément parce qu'ils succèdent à la puissance protectrice dans l'exercice des fonctions internationales.
Y a-t-il meilleure illustration de l'émergence d'un État sur la scène internationale que sa demande d'adhésion à l'Organisation des Nations Unies? Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, vous trouverez dans votre dossier d'audience, document numéro 118, et présentement à l'écran devant vous, la lettre adressée par feu Cheikh Issa Ben Salman Al Khalifa, émir de l'État de Bahreïn, au secrétaire général des Nations Unies. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous lire cette lettre. Par suite de l'accord conclu le 15 août 1971 entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'État de Bahreïn, visant à mettre fin aux relations régies par traité spécial qui existaient entre Bahreïn et le Royaume-Uni. Considérant que le dit accord a reconnu et confirmé le fait que l'État de Bahreïn a la pleine responsabilité internationale de la conduite de ses affaires étrangères, et considérant que l'État indépendant de Bahreïn est désireux de devenir membre des Nations Unies conformément à l'article 4 de la Charte des Nations Unies, nous avons l'honneur de demander que l'État de Bahreïn soit admis comme membre des Nations Unies. En sa qualité d'État pacifique, le Bahreïn croit que l'Organisation des Nations Unies présente une valeur considérable pour les petites nations et pour les nations en voie de développement. Aussi attache-t-il une grande importance à l'acceptation de sa demande d'admission comme membre des Nations Unies. Nous serions donc obligés d'avoir la bonté de soumettre la présente demande au Conseil de sécurité à la première occasion, en application de l'article 58 du règlement intérieur du Conseil de sécurité. Nous avons le plaisir de joindre à la présente lettre une déclaration distincte rédigée conformément au dit article. Signé l'émir de l'État de Bahreïn, Issa Ben Salman Al Khalifa. Faut-il ajouter que la démarche hautement symbolique entreprise par l'émir de l'État de Bahreïn le jour même de l'accession de son indépendance, le 15 août, est à relever. On notera par ailleurs que l'adhésion de l'État de Bahreïn ainsi que celle de l'État de Qatar à l'Organisation des Nations Unies furent entérinées par l'organisation le même jour, à savoir le 21 septembre 1971. Les rapports entre succession d'États et Hyposédétis, s'agissant de la continuité des frontières existant au moment de l'indépendance, ont été examinés par la Chambre de la Cour, constituée pour connaître de l'affaire du différend frontalier, qui a considéré dans son arrêt de 1986, je cite, que l'obligation de respecter les frontières internationales préexistantes en cas de succession d'État découle sans aucun doute d'une règle générale de droit international, qu'elle trouve ou non son expression dans la formule ut hyposéditis. Les deux conditions posées par Qatar lui-même à l'application de l'ut hyposéditis aux différends qui opposent les deux pays étant ainsi réunies, je souhaite à présent, avec votre permission, Monsieur le Président, rappeler à l'attention de la Cour la position de Bahreïn quant au contenu de l'ut hyposéditis applicable dans cette affaire. Les rapports entre titre et effectivité dans le contexte d'un ut hyposéditis applicable aux îles Awar ayant été largement développés lors de ma précédente communication du 13 juin, je vais me limiter aujourd'hui à l'essentiel. Bahreïn a démontré que l'application de l'ut hyposéditis dans la présente affaire avait l'avantage de prendre en compte tout à la fois les titres dont on peut se prévaloir, mais également les effectivités prouvées. Bahreïn a aussi indiqué respectueusement à la Cour qu'il estimait répondre aux critères définis dans la première hypothèse envisagée par la Chambre de la Cour dans l'affaire du différend frontalier, celle où une administration effective s'ajoute à l'ut hyposéditis juris, l'effectivité n'intervient en réalité que pour confirmer l'exercice du droit né d'un titre juridique. Nous avons dit que la souveraineté de Bahreïn sur les îles Hawar, où une administration effective confirme tout naturellement un titre juridique, constituait une situation d'exacte correspondance entre le fait et le droit.
Permettez-moi à présent, Monsieur le Président, d'ouvrir une parenthèse à propos de Zubarah, qui fera l'objet d'un examen plus approfondi demain par mon confrère Jan Paulson. Son Excellence, Monsieur l'agent de l'État de Qatar, a déclaré dans son ultime communication à la Cour, je le cite, « In fact, I am sure that Bahrain would hardly have argued so strongly for application of the principle of uti possidetis if it had really been serious in its claim to Zubarah. » Indépendamment de ce qu'il a voulu dire par cette phrase, je suis au regret de dire à Monsieur l'agent qu'à Zubarah, comme aux îles Hawar, l'uti possidetis ne profite pas à Qatar. Si nous devions, en effet, appliquer à Zubarah le test, si j'ose m'exprimer ainsi, de la Chambre de la Cour dans l'affaire du différend frontalier, la situation de Zubarah sera tout simplement la suivante. Dans le cas où le fait ne correspond pas au droit, où le territoire objet du différend est administré effectivement par un État autre que celui qui possède le titre juridique, il y a lieu de préférer le titulaire du titre. Du fait même de son occupation illégale par Qatar, à la suite du recours à la force, le titulaire du titre juridique relatif à Zubarah demeure l'État de Bahreïn. Comme l'a dit le professeur Salmon, je le cite, « Selon un principe fondamental du droit international, aucun titre valable ne peut naître d'une occupation illégale du territoire d'autrui. » Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, revenons, si vous le permettez, à l'application de l'uti possidetis aux îles Hawar et au rapport harmonieux qui y existe entre le titre et les effectivités. Bahreïn a clairement établi que ces effectivités sont dans une large mesure antérieures à la décision de 1939 et ont même constitué le fondement sur lequel la souveraineté sur les îles a été attribuée à Bahreïn en vertu de la décision britannique de 1939. Il a été aussi démontré que les effectivités dont se prévaut Bahreïn couvrent aussi bien la période coloniale que post-coloniale, la décision britannique de 1939 se trouvant ainsi encadrée dans une séquence ininterrompue d'effectivité. Bahreïn a bien pris soin de démontrer, comme le fera encore aujourd'hui le professeur Michael Wiseman, que la décision du 11 juillet 1939 constitue bel et bien un titre sur lequel Bahreïn se fonde pour asseoir sa souveraineté sur les îles Hawar. Dans le contexte de l'uti possidetis, maintenant, il importe peu que cette décision ait le caractère d'une sentence arbitrale ou d'une décision politique ou même administrative. Nous sommes en présence d'un titre juridique, avais-je dit le 13 juin dernier. Le professeur Salmon a traité cette affirmation avec ironie et a même appelé à son secours, cette fois, la chauve-souris de La Fontaine. Pourtant, son collègue, Sir Ian Sinclair, nous a donné quelque part raison en admettant que cette décision constituait à ses yeux un fait. Je le cite, « The 1939 decision is no more than a fact in the present case. It is part of the record, but not binding as an arbitrary award or as an administrative decision. » On notera qu'en exposant ses griefs à l'encontre de cette décision et de ses anciens collègues du Foreign Office, Sir Ian relève, je le cite à nouveau, « A very limited number of British officials in the Gulf and in London acted with less than full impartiality and objectivity in setting up and participating in the procedures applied between 1936 and 1939 to determine, as between Qatar and Bahrain, the issue of which of these chiefdoms had sovereignty over the Hawar Islands. » Ces allégations, dont mes collègues auront à juger le bien fondé en l'espèce, ne peuvent que donner crédit à l'idée selon laquelle on était dans une situation quasi coloniale, où la puissance protectrice, par l'intermédiaire de ses agents, pouvait avoir pris, selon la thèse développée par Sir Ian,
une décision motivée par la vision qu'elle avait alors de ses intérêts stratégiques ou économiques. Sörgin invite la Cour à considérer cette décision non pas comme une sentence arbitrale, mais comme un fait. Cette décision, quelle que soit sa qualification, a créé effectivement un état de fait qui s'impose aujourd'hui à deux États issus de la colonisation britannique, comme s'était imposé partout ailleurs des frontières délimitées par les puissances coloniales. Quelle que soit sa nature juridique, je le répète, la décision britannique de 1939 fait incontestablement partie intégrante du legs colonial. Cela ne plaît pas au professeur Salmon, et encore moins à Qatar, mais les faits ont la vie dure. L'indépendance acquise en 1971 a intégré cette décision dans un ensemble plus global, qui est précisément l'Uti-Possédétis. L'ancienne puissance protectrice a rendu compte de la situation qu'elle a léguée à Bahreïn et à Qatar en établissant en 1972, quelques mois à peine après l'accession des deux pays à l'indépendance, une carte que Maître Paulson vous a présentée. C'est en quelque sorte un état des lieux. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, la situation dans notre affaire est la suivante. Je l'ai dit le 13 juin dernier, et je le répète avec votre permission aujourd'hui. Un État, Bahreïn, hérite au moment de la proclamation de son indépendance d'un Uti-Possédétis dont fait partie intégrante une décision rendue par l'autorité coloniale et reconnaissant explicitement la souveraineté de Bahreïn sur les îles Hawar sur la base d'effectivité prouvée et établie. La Cour, Bahreïn, en est convaincue, a toute autorité pour appliquer dans cette affaire le principe de l'Uti-Possédétis et permettre à Bahreïn de vivre en paix, à l'abri de toute menace, à l'intérieur de frontières fondées sur le droit international. J'en arrive ainsi au terme de ma présentation. Il me reste à vous exprimer, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, ma vive et réelle reconnaissance pour votre patience et votre indulgence. Et je prie à présent la Cour de bien vouloir appeler à nouveau mon confrère à la barre, mon confrère Jan Paulson. Je vous remercie, Maître Kébicha. Je crois que le moment serait opportun pour la Cour de suspendre pour un quart d'heure. Kébicha.